Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Jocelyn pour Énergie Positive. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce soir en compagnie de Anne Givaudan. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission, donc ça va reprendre là petit à petit. C'est vrai que j'ai un petit peu perdu le rythme du début, mais je me concentre un petit peu plus sur mes projets de stage, et puis le cabinet, et puis tout ça et tout ça. Donc voilà, restez à l'affût. Alors, ce que je vous invite à faire, en fait, je fais le petit rappel classique, c'est-à-dire que je vous invite à mettre un pouce vers le haut sous la vidéo, à la partager et à mettre des commentaires sous la vidéo. Ça lui permet de vivre. Ça vous permet à vous aussi d'échanger entre vous. Donc là, on est en présence d'un chat. Alors, vous pouvez également poser vos questions. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que je pense qu'il va y en avoir pas mal. Donc, peut-être en seconde partie d'émission, on prendra un temps pour exposer vos questions à Anne. Voilà pour ça. Donc, moi, je suis très heureux d'accueillir Anne sur la chaîne dans un direct, ce moment qu'on partage ensemble. Je tiens juste à vous dire, ou peut-être à vous rappeler qu'en fait, on avait fait un petit documentaire sur les soins esséniens. Parce que oui, Anne Givaudan est aussi thérapeute essénienne. Elle a une histoire tout à fait particulière d'ailleurs avec ses soins esséniens. Et donc, on a fait un documentaire. Il y a également son compagnon Antoine Ashram qui intervient dans le documentaire que vous pouvez trouver sur la chaîne. Donc, en fouillant un petit peu dans les vidéos, ça s'appelle Les soins esséniens. C'est très réussi, c'est plein de lumière, plein de justesse, plein de bon sens. Enfin, comme Anne et Antoine savent décrire les choses. Voilà, je tenais aussi à dire que c'est un sujet que je cautionne. Donc, je cautionne vraiment les propos de Anne. Donc, c'est pour ça que je suis heureux de l'accueillir. Donc, je cautionne, je le dis, j'insiste. Je le dis auprès de ma famille. Je le dis aussi auprès des personnes qui me consultent et qui me connaissent davantage comme un kinésiologue et un bioénergéticien. Ça fait vraiment partie de ma grille de lecture. Donc, on va voir dans ces révélations galactiques ce soir qu'il y a des choses qui, on pourrait dire, manquent de lumière, mais qu'il y a aussi beaucoup de lumière à côté de ça et beaucoup de messages d'espoir. Donc, merci à Anne d'avoir cet investissement personnel, cette force intérieure, ce courage, dans le sens vraiment d'être dans cette capacité d'agir avec le cœur, au travers de son parcours qui a commencé il y a maintenant quand même quelques années. Elle a véhiculé plein de messages et elle est pour moi une femme précurseur, pleine de courage. Donc je suis très heureux de passer ce moment avec vous et avec Anne. Voilà, donc mon petit speech est fait. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit Anne Givaudan. Bonsoir Anne. Bonsoir et merci de m'accueillir ici. Ben, merci à vous de votre présence. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'en suis vraiment ravi, quoi. Vous avez un parcours tout à fait remarquable. Vous êtes vraiment une personne qui agit avec une certaine force intérieure, un alignement, un cœur, donc un courage. Voilà, ça fait longtemps que vous avez commencé à parler des voyages astrals, à une époque où c'était pas forcément tout public. Oui, à une époque où c'était difficile d'en parler. Ouais. Ben oui, c'est ça. Donc, vous vous êtes exposé potentiellement à de la moquerie, et pourtant, vous avez persévéré. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des voyages astrals, qui le considèrent, qui en parlent, qui l'expliquent, même qui décrivent comment on peut travailler cette capacité de sortir du corps, quoi. Et des morts cliniques, il y en a de plus en plus. Donc, du coup, des morts cliniques, ouais. Plus facile, c'est vrai. Donc, ce soir, on va aborder les thèmes qui sont en lien avec votre dernier ouvrage, Révélation galactique pour un monde nouveau. Donc, c'est un livre qui est haut en couleurs. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont dites dans ce livre, vraiment énormément de choses. Il y a des choses qui peuvent un petit peu glacer le sang, mais il y a toujours en fait la présence de la lumière aux alentours, ne serait-ce que la bienveillance de votre guide qui vous amène lors de vos voyages astraux à vivre ces expériences, toujours avec une forme de bienveillance, sous un regard bienveillant. Oui, tout à fait. Donc le livre, il commence
En fait, le début de l'aventure commence dans une salle du Conseil des 12. Alors, en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui nous regardent, qui vous connaissent, qui vous suivent, qui sont très familières avec les propos que vous utilisez. Mais peut-être que je vous demanderai de définir certaines choses qui, pour vous, sont élémentaires Bien sûr. et que moi, je découvre, parce que je ne suis pas complètement au fait de tout ça. Mais ce Conseil des 12, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rapport avec l'Alliance galactique ou est-ce que je me trompe complètement? Alors, il y a différents types de conseils. Et c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des conseils de notre système solaire, des conseils hors de notre système solaire, donc des conseils intergalactiques et puis des conseils galactiques. Mais le chiffre 12 pour eux est important parce que c'est un chiffre qui crée une dynamique particulière quand il y a des réunions, en tout cas des réunions interplanétaires ou même planétaires, en fait. Et j'ai remarqué que même en visitant ou en étant en contact avec des êtres d'autres planètes, je me suis aperçue que beaucoup de planètes, qu'elles soient des planètes de l'Alliance, donc de notre système solaire ou hors système solaire, avaient ce nombre. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux pour certaines réunions, mais c'est comme un peu un nombre magique de prédilection pour ce type de réunion. Et c'est équilibré entre hommes et masculin, féminin aussi, quand il y a des énergies masculines, féminines. Là, c'est pareil, s'il y a un équilibre. Oui, donc dans les autres dimensions, il y a aussi ces énergies masculines et féminines. En général, oui. Alors, parfois, il peut ne pas y avoir de genre défini. Où c'est très peu marqué, mais il y a quand même, au niveau de l'énergie, on le sent. Enfin, moi, je le sens. Et je me dis, bon, même si l'apparence physique est la même, ou si le visage se ressemble, il y a quand même quelque chose qui définit une énergie qui fait que. C'est une dualité, en fait. C'est comme une complémentarité. Oui, j'aime bien l'idée. Alors, dans cette salle du Conseil des 12, alors c'est comme ça que je l'ai appelé, je ne sais plus si vous le nommez comme ça, vous êtes en présence de ces êtres qui vous montrent des sphères mémoire. Donc, c'est un petit peu comme les annales akashiques, une capacité à aller voir ce qui s'est passé sur Terre et sur d'autres plans. Alors, sur chaque vaisseau, dans chaque planète, il y a des lieux comme ça où il y a une espèce de sphère qui ressemble à des boules de cristal, en fait, qui sont énormes et qui donnent les informations ou qui, quelquefois, donnent les informations qu'on veut avoir, que ce soit du passé, que ce soit d'un futur éventuel, ça peut aussi, et aussi qui permettent d'entrer en contact, par exemple, si on est en train de regarder la planète Terre, d'entrer en contact avec certains lieux, avec certaines personnes, de voir ce qui s'y passe. Ça peut aussi servir comme une espèce d'énorme loupe à ce moment-là, et aussi de pouvoir, un peu comme une porte interdimensionnelle, de pénétrer à un moment donné, de te faire l'expérience d'aller à un endroit et puis de vivre l'expérience qui est à vivre à une époque donnée et dans un lieu donné. C'est vraiment intéressant. Je dirais que c'est comme alors c'est une mémoire, on pourrait dire akashique, mais akashique, ça fait souvent référence au passé, mais dans cette sphère, on peut aussi voir des choses du présent. On peut aussi voir ce qui se passe. Par exemple, dans certains vaisseaux, et dans tous les vaisseaux d'ailleurs, il y a une pièce des informations où les êtres peuvent se brancher sur un moment, une ville, un endroit, une réunion qui se passe sur Terre, par exemple. Au moment présent. Et oui, c'est ça. Donc, ce sont des dimensions dans lesquelles le temps et l'espace sont complètement différents. Voilà. Oui, c'est vraiment la notion d'espace et de temps. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est que on s'aperçoit que, comme dans le voyage astral, en fait, c'est un peu ce qui va se passer dans la 5e dimension. L'espace-temps est complètement différent. On va tout d'un coup être dans un passé, si on a besoin de capter quelque chose de ce passé, et être très rapidement, instantanément, dans un présent ou dans un futur proche. Et il n'y a pas disons, cette prison
ou qu'on peut avoir sur Terre. Alors je dis prison, évidemment, ça n'en est pas une, mais je veux dire cette limite, ces limites qu'on peut avoir sur Terre. Par exemple, hors du corps physique, c'est la même chose, c'est-à-dire à ce moment-là, on pense à un lieu, on y est. On est dans ce lieu. On pense à une époque, on peut être dans cette époque. Donc, il n'y a pas de cette limite de temps séquencé et linéaire qui existe sur la planète Terre, en fait. De la même façon que l'espace aussi. Espace et temps, ce sont deux dimensions que tout le monde va connaître en passant dans cette 5e dimension et que tout le monde a connu, ne serait-ce qu'après la vie sur Terre, quoi. Quand quelqu'un quitte son corps physique, immédiatement, il va commencer à connaître ces dimensions-là de toute façon. Okay. Et d'ailleurs, il y a certaines de ces capacités qui sont décrites vers la fin du livre. On voit que on est accompagné en fait pour développer ça, ou en tout cas les nouvelles générations sont accompagnées pour développer ces capacités-là. En fait, avant d'arriver sur Terre. Donc, c'est que pour elles, il y a des choses qui sont évidentes, d'autres moins. Et c'est vrai que c'est difficile pour tous ceux qui arrivent sur Terre d'arriver à trouver un équilibre, parce qu'il y a l'ancien monde, il y a le monde nouveau, il y a toute cette, ce remue-ménage, mais en même temps, bon, on l'a tous accepté d'être ici à cette époque, et ceux qui viennent ont accepté aussi ce challenge, quoi, en fait, d'être là pour pouvoir aider la planète à passer à un autre niveau, et les habitants à passer à un autre niveau aussi. Donc, ils arrivent avec des notions. Mais il n'y a pas que des terriens qui arrivent, il n'y a pas que des êtres, enfin même si on a tous en nous une semence d'étoiles, et c'est ça qui est important, il n'y a pas que des êtres de la Terre qui viennent, il y a aussi des êtres qui viennent, qui s'incarnent ou pas, ou qui viennent et qui prennent un corps physique rapidement, pour donner des instructions ou pour permettre une avance technologique ou permettre une avance spirituelle, pour aider la planète en fait. Donc, il n'y a pas que ce côté négatif. C'est vrai que dans le livre, il y a les deux. Il y a des scènes qui sont un peu difficiles, que j'ai vécues difficilement, en tout cas aussi. J'imagine bien, oui. Mais l'aide du guide, ça a été assez extraordinaire parce que, je veux dire, lui, il a gardé toujours cette stabilité, cet amour et qui faisait que de toute façon, ça paraissait pas facile, mais ça paraissait important de le faire en tout cas. J'avais pas envie de dire non, j'avais pas envie de dire non, je fais pas cette expérience-là, ou je refuse de la faire parce que c'est trop dur. Ça me paraissait non, c'était même pas, ça pouvait même pas venir à l'idée, de par l'énergie qu'il dégageait et de par l'énergie que les autres êtres avec lesquels j'ai pu être en contact sur d'autres planètes, par exemple, et qui aident la Terre, dégageaient eux aussi. Oui, c'est ça. Il y en avait de nombreux êtres. Je voudrais juste qu'on commence peut-être par, avant de partir sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions, vu qu'on est là tout de suite sur la Terre, peut-être reposer le cadre de ce que c'est cette planète Terre et de ce qu'elle propose et de sa singularité, parce qu'elle a vraiment quelque chose de tout à fait... Qui est regardé par tous les êtres, par toutes les autres planètes d'ailleurs, les uns parce qu'ils se disent que dans le fond, ils vont trouver des éléments qui vont les intéresser, s'ils ont fait exploser leur planète, ou si la grande technologie qui était la leur a desséché leur planète, ce qu'on est en train de nous proposer à nous, terriens, enfin, en tout cas, ce qu'on est en train de proposer à la Terre et à ses habitants. Et il y a des êtres qui, sur d'autres planètes, avaient une technologie tellement avancée et un cœur tellement petit qu'en définitive, ou qui n'étaient pas assez déployés, en définitive, leur planète s'est desséchée. Et maintenant, ils cherchent des éléments, et ces éléments, ils savent qu'ils peuvent les trouver sur Terre, avec des animaux, avec la nature, avec les humains. Donc pour eux, c'est une recherche de ressources. Et puis, il y a tous les autres êtres qui ont envie que cette planète reprenne sa dimension. Longtemps, par exemple, on m'a dit la planète Terre, c'est la fausse note du système solaire. J'ai dit, mais la fausse note de quoi? Et en fait, chaque planète a une note spécifique et ça crée une musique qui est extraordinaire.
déjà chaque planète a une musique, mais toutes ensemble, elles forment une symphonie, on pourrait dire. Et la planète Terre, c'est la fausse note, mais elle est en train de reprendre sa place. Mais pourquoi elle est une fausse note? Parce qu'elle a tellement d'amour, tellement de générosité à donner, elle a tellement accepté que les êtres qui expérimentent, c'est-à-dire les humains qui expérimentent sur elle, puissent se tromper, puissent chuter, il y a eu l'Atlantide, il y a eu la Lémurie, il y a eu beaucoup de continents qui se sont, et d'époques de continents perdus. Elle a tellement de générosité qu'elle a eu envie d'attendre et de retarder son évolution pour que les humains puissent avoir la leur. Mais maintenant, elle ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas s'étouffer. Et la Terre, c'est vraiment un être vivant. C'est le corps physique de la Terre, c'est une chose, mais l'âme, enfin, ou l'être Terre, c'est un grand être avec un amour incommensurable. Et je veux dire, quand on est là sur cette planète, on ne s'en aperçoit que peu. On ne s'aperçoit pas qu'en fait, elle peut tout nous donner et qu'on est en train de se dire, ah, on va manquer de ci, on va manquer de ça, etc. Mais on manque de rien parce qu'elle est capable de tout donner et elle a tous les éléments pour nourrir des millions de personnes sans problème. Il n'y a pas une surpopulation, c'est faux tout ça. Et parce que, je veux dire, la nature est généreuse, mais à un moment donné, si nous sommes des prédateurs, si l'humain est un prédateur, je veux dire, c'est à lui de réparer son histoire. Ce n'est pas des êtres de l'espace qui vont réparer à sa place. Oui, c'est ça, on a notre part de responsabilité oui. complètement. Ils nous disent d'ailleurs, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas vos sauveurs, nous vous aiderons autant que possible, nous sommes là pour vous aider, on a envie que ça se passe différemment, que la planète vraiment regagne sa place. Après, c'est à vous de gérer votre histoire. C'est en fait aussi un des messages qui est dit, c'est vous avez la capacité de le faire, vous avez eu la capacité de rendre cette planète, pas de la détruire, mais en tout cas de l'abîmer grandement. Maintenant, c'est à vous aussi d'être capable de réparer ces histoires-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aider, au contraire, ils sont là pour aider, ils aident depuis longtemps. Et là, ils amplifient leur aide de toutes les manières possibles, mais ils ne feront pas le travail à la place des humains. Ça... Donc, on est bel et bien dans une période de transition avec la planète Terre, avec d'autres plans, c'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer, on va dire, de progresser vers la 5D, cette 5e dimension, ou probablement que les dimensions supplémentaires pourraient être le temps et l'espace, mais également de nouveaux paradigmes, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de gérer notre mental, de gérer notre ego, peut-être être moins dans l'orgueil, être moins dans le fait de subir aussi les mécanismes du mental, parce que j'imagine que pouvoir en fait créer une réalité à partir du moment où on la pense, ou alors se déplacer dans un espace à partir du moment où on y pense, il y a quand même besoin d'une certaine stabilité et d'un certain alignement, parce que sinon... Donc c'est aussi ça qui nous est demandé, en quelque part, pour suivre cette ascension. Tout à fait. C'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est la seule façon dont on peut agir pour sortir de cette matrice et sortir de cette espèce de chape de plomb qui nous recouvre de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Mais c'est vraiment important qu'à un moment donné, on retrouve en nous cette force et cette autonomie aussi qui est en nous, quoi. Réveiller vraiment les graines d'étoiles qui sont en nous, réveiller la puissance qui est en nous. Pour dire simplement je suis puissant, mais c'est vraiment savoir qu'on peut effectivement faire en sorte que la planète soit différente. Donc c'est une période initiatique qui est à la fois extraordinaire et éprouvante, comme toute période initiatique très forte. Et on s'est incarné à cette période, que l'on soit des étoiles, que l'on soit de la Terre, que l'on soit d'une époque ou d'une autre, pour ce moment-là. Et ce moment-là, c'est vraiment une époque de transition extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a traversé la 4e dimension pour accéder à la 5e.
Et encore, la 5e dimension, ce n'est pas grand-chose par rapport au nombre de dimensions qu'il existe. C'est clair. Et c'est déjà important pour les terriens de 3 dimensions. 3 dimensions, c'est peu. Et je dis 5 dimensions et 4e, c'est vraiment, c'est celle qui va permettre d'accéder à la 5e. C'est juste un passage. C'est le moment où on va commencer à changer complètement notre façon de penser, notre façon d'être, ne plus avoir les vieux critères, les anciens critères habituels. Et ça, c'est vraiment important. Parce que on ne peut plus naviguer avec les mêmes principes, avec les mêmes préceptes. C'est comme, je me souviens que Krishnamurti disait à un moment donné de faire table rase du connu. Mais en fait, c'est ça. C'est le même principe. C'est tout ce qui est connu, on fait table rase, on ne garde que ce qui nous paraît essentiel, que ce qui nous paraît permettre d'avancer avec une qualité d'amour, de cœur. La technologie, c'est elle qui est à remettre en question. C'est la façon dont on veut l'activer, la façon dont on veut l'induire. Il y a des planètes, je veux dire, hors système solaire ou hors système solaire, dont la technologie est extrêmement avancée. Il y en a qui se sont détruits avec cette technologie avancée. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont fait en sorte que cette technologie soit au service de l'humain. Et là, ce qu'on veut faire actuellement sur Terre, c'est que l'humain soit au service de la technologie. Et là, ça ne peut pas marcher. Et oui, c'est là qu'on arrive à, du coup, à parler un petit peu justement dans ces révélations auxquelles vous avez, pour lesquelles vous avez vécu des expériences en compagnie de votre guide. Vu qu'on parle de transition, là on vient de parler de ce dont on a besoin de faire pour s'élever, pour accéder à un plan qui soit plus lumineux, où ce soit plus léger à vivre, plus facile à vivre, moins dans la méfiance de l'autre, moins dans la peur du qu'est-ce qui va arriver, et du coup sorti d'une forme de conditionnement qui a opéré par l'éducation, qui opère par les médias, par la télévision, que je recommanderais vraiment à tout le monde de se débarrasser. Mais du coup, dans cette transition, on le visualise un petit peu comme 2 étages. On est entre 2 étages, et donc cet étage, en fait, cet espace duquel on a du mal à s'extirper. Donc, il y a le poids du conditionnement, de l'éducation, de la télévision, mais il n'y a pas que ça. Sur d'autres plans, dans vos expériences, on voit que ces plans de basse fréquence vibratoire, on va dire, sont des plans où il y a des formes d'intelligence, où il y a des civilisations, où il y a des peuples, où il y a également des planètes qui, en fait, tirent une forme de bénéfice à ce que nous baissions nos fréquences, quoi. On est un petit peu comme des sources d'énergie, comme un supermarché. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si on était un grand troupeau d'esclaves ou de moutons, Ouais. ce qu'on veut. Et puis, il y a des êtres qui nous considèrent comme ça. Mais s'ils nous considèrent comme ça, c'est aussi parce qu'on leur tend la main régulièrement. C'est parce qu'on leur permet d'être là. Je veux dire, c'est pas que ce soit, c'est pas qu'ils soient mauvais, en fait, en essence, parce que je ne pense pas que qui que ce soit puisse être mauvais en essence, mais ils considèrent les terriens comme un peuple, un sous-peuple, en fait, ou des êtres peu générés. Ils voient des êtres qui, en fait, se battent tout le temps entre eux, qui, en fait, mangent les petits des autres races, qui se mentent, qui sont tout le temps en conflit. On est tout le temps en conflit. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un pays qui ne soit pas en conflit sur cette terre. C'est quand même incroyable, je veux dire. Donc, ils ne peuvent pas nous considérer comme considérer les humains comme des êtres supérieurs. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des histoires très lointaines, en fait, où il y a eu je veux dire, des généticiens de haut niveau qui ont créé des corps physiques. Et puis après, il y a eu des périodes où il y a eu des blocages au niveau de l'ADN, de façon à ce que les humains ne puissent pas accéder. Ils limitent leur capacité. Mais aussi parce qu'il y a des êtres qui n'avaient pas confiance dans les humains. Ils vont faire n'importe quoi avec ça. Et maintenant, il y a les brins d'ADN commencent à être libérés. Donc, il y a des choses qu'on est en train de vivre, que les êtres humains sont en train de recontacter et qui sont importantes.
et ça fait peur à certains êtres d'autres planètes qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est d'envahir la Terre. C'est-à-dire d'être maître du monde, maître de la Terre, tout simplement. Mais en fait, on ne peut pas dedans se dire ils sont terribles ou ils sont affreux, parce que on a fait la même chose, on fait tout le temps la même chose. Je veux dire, dès qu'on envahit un pays pour être les maîtres, je veux dire, de pays soi-disant sous-développés ou de peuples soi-disant sous-développés qui en fait ont des connaissances, on fait la même chose. J'ai vécu par exemple l'épisode, c'était pas en Amazonie, c'était où j'étais dans le corps, justement dans ce livre, où j'étais dans le corps d'une femme aborigène. Je veux dire, c'était ce que je ressentais, mais c'était vraiment terrible en fait. Je me disais, mais pourquoi? Et je l'entendais penser, enfin, elle pensait, j'entendais, j'étais inclus dans ses pensées. Et ses pensées, c'était, mais pourquoi est-ce que ils nous font ça, ou ils nous emprisonnent, ou pourquoi est-ce qu'ils nous enlèvent les enfants? Oui, je me souviens bien. Oui. C'est le chapitre que vous avez appelé le téléphone aborigène, qui relate d'une capacité télépathique. Mais oui, ils ont des tas de capacités. Ils disent, mais on leur fait peur, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas? De la Terre, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous supprimer, nous? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous réduire à néant? Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Je veux dire, donc, on ne peut pas être considéré en faisant ces choses-là par des êtres qui eux-mêmes ont des pensées de conquête, parce qu'ils ne voient pas en nous, ils ne voient pas en l'humain cette étincelle divine, même si elle existe, évidemment. C'est ça. Ouais, et potentiellement, effectivement, le savoir de ces ethnies, si on prend les aborigènes par exemple, qui vivent au contact de la nature, qui sont en lien, en reliance pleine et entière en fait avec la nature, donc avec un arbre, avec l'esprit qui habite l'arbre, avec toute cette dimension sacrée, toute cette dimension spirituelle, cette reliance qu'on peut avoir avec différents plans, c'est aussi potentiellement une démarche volontaire que ce ne soit pas su ou alors atténuer ses capacités chez eux. Mais oui, parce qu'il y a vraiment une espèce de lutte entre des forces arimaniennes, lucifériennes, et des forces qui veulent aider la Terre dans son évolution, aider les humains dans leur évolution. Et cette lutte qui se passe sur des plans subtils, forcément, arrive jusqu'au plan physique de la Terre. Et donc, on revit, on vit intensément ce combat entre, mais c'est même pas entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces deux énergies puissent composer un tout qui nous permette d'avancer, et qui n'est plus une espèce de lutte entre des forces qui veulent faire en sorte que l'humanité soit soumise, et des forces qui veulent le réveil de l'humanité. Mais c'est vrai que tous les peuples premiers que nous avons rencontrés, soi-disant des êtres qui n'ont pas de connaissances, etc., ont beaucoup plus de connaissances que nos technologies actuelles. Parce qu'ils ont reçu des enseignements des étoiles. Et ces enseignements, ils les ont appliqués. Et ils les ont encore. Quand on allait chez les Dogons, par exemple, je veux dire, ils parlaient de la planète Sirius, ils ont des rituels qui font qu'il y a des choses sacrées et qui correspondent à des enseignements des étoiles. Et dans les soins, on parlait des soins esséniens tout à l'heure. Dans les soins esséniens, par exemple, on a retrouvé chez des peuples indigènes, donc, des soins qui correspondaient à ce qu'on fait. Donc, ce qui veut dire que tous ces enseignements ont été donnés à la planète et à différents peuples. Et qu'ensuite, il y a des êtres qui, à un moment donné, ont voulu régner sur la Terre, ou régner sur l'humanité, ou régner sur une partie de l'humanité. Et qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, quand on veut régner, on fait en sorte que les capacités soient amoindries, et qu'il n'y ait plus que les capacités qui puissent servir aux régnants. Exactement. Alors oui, c'est le fait que le principe
Alors, je ne sais pas si c'est juste, hein, mais le fait que le principe fondamental peut-être des soins esséniens se retrouve dans les approches des médecines indigènes, c'est pas surprenant parce que de ce que je connais des soins esséniens, enfin, de par le documentaire qu'on a fait, donc votre interview, ça utilise, enfin, vous utilisez beaucoup la lumière, le son. Vous parlez justement dans ce documentaire le fait que chaque organe joue sa note, au même titre que les planètes. Hein. C'est assez marrant la façon dont on peut toujours métaphorer à plus grand, et ça tombe toujours juste. Donc chaque organe a sa fréquence vibratoire, a donc son son. Et donc le travail du thérapeute essénien, ça va être d'utiliser son verbe pour réharmoniser sur sa fréquence l'organe. Je pense que quand vous parlez de lumière, vous parlez potentiellement de la lumière qu'on peut dégager à partir de notre corps, de notre cellule, de notre corps divin, quoi, peut-être du chakra du cœur. Voilà, qui vient, qui nous traverse, qu'on peut répandre autour de nous. Et on est puissant, quoi, c'est ça. Et en ce sens-là, effectivement, on a cette lumière en nous, chacun l'a en lui. Oui. Et je veux dire, on n'a pas à douter de ce qui peut se passer. On n'a pas à douter de nous, on n'a pas à remettre notre pouvoir toujours à d'autres, quoi. Et c'est ça qu'il faut. Je crois que l'initiation aussi de cette période-là, c'est vraiment à un moment donné, on arrête de servir le mental, on le met à notre service et on fait en sorte que, je veux dire, c'est ça, que le mental soit à notre service, que l'ego soit à notre service. C'est pas qu'on veuille les enlever parce qu'ils sont utiles. Mais pour l'instant, on est leur serviteur et vraiment, c'est le moment de changer les donnes, quoi. Oui. C'est un petit peu comme si on était dans un véhicule dont on avait perdu le contrôle, en fait. Qui conduit tout seul, oui. Qui conduit tout seul, oui. Alors, on en vient à cette expérience que vous dévoilez dans le livre. Alors, il y en a plein des expériences. C'est vraiment un livre qui est, je dirais, oui, passionnant parce que ça révèle énormément de choses. Moi, il y en a une qui m'a marqué, donc je sais que vous l'avez déjà abordé dans une autre interview. Alors, désolé les internautes, mais c'est cette expérience avec les Dracos. Moi, quand j'ai lu, vraiment, ça m'a fait un peu froid dans le dos, hein, tout à fait honnêtement. Et en même temps, il vient dans la continuité de l'histoire, quelque chose qui, chez moi, n'a pas éveillé une forme de méfiance, mais au contraire, j'ai décelé que le côté féminin de cet autre Dracos qui est venu à la suite de l'expérience, que peut-être vous allez décrire, eh bien, il y avait un petit peu comme chez nous, c'est-à-dire un phénomène de déconditionnement, de discernement, de capacité à, en quelque part, s'extraire d'un jeu, d'un théâtre, parce que c'est aussi un mot que vous utilisez dans le livre, d'un théâtre pour s'apercevoir que, en fait, tout ça est un jeu, mais qu'il y a comme quelque chose qui aurait tendance à l'orchestrer. Donc, sortir du système, je suis la marionnette et je subis sans voir, mais je commence à apercevoir des rouages. Donc, cette expérience des Dracos, je crois que ça a dû aussi vous faire un petit peu froid dans le dos et émotionnellement être assez puissant à vivre. C'est sûr que je trouvais que c'était assez difficile d'être dans la peau de ce personnage, de ce savant qui, en fait, était chargé de ramener de la nourriture ou des expériments, enfin des sujets d'expérimentation Ouais, aux Dracos, qui en fait étaient capables. Après, c'était en plus dans un lieu humide, qui avait une odeur particulière. C'était éprouvant à la fois de le vivre et de le sentir, parce qu'on sent, on voit quand même tout ce qui se passe. Et ouais, d'être face à cet être-là, cet être, en fait, quand même, qui est quand même physiquement, qui peut prendre n'importe quelle apparence physique, mais quand il est physiquement ce Dracos, enfin ces Dracos, quand ils sont physiquement tels qu'ils sont habituellement, je veux dire, ça fait quand même très reptilien. Donc, avec ouais. un regard très, très froid quand même. C'est pas, donc on peut pas dire, il n'y a jamais personne dont on peut dire qu'il n'a pas d'âme ou qu'il n'a pas de cœur, mais on sent que chez eux, ça ne s'est pas développé, qu'ils n'ont pas cette compassion, ils ont des objectifs. Et leurs objectifs, ils veulent les tenir, c'est tout. Ça s'arrête là. Et quand on a été enfermé dans une cage en train d'attendre ce qui allait se passer, donc où j'étais à l'intérieur, enfin avec le savant, c'est là où ce personnage est arrivé, cet autre personnage. On ne savait pas si on pouvait lui faire confiance ou pas, et il l'a dit d'ailleurs très, très justement en disant « Je sais très bien que vous n'êtes pas obligé de me faire confiance, mais vous n'avez pas vraiment le choix. » Et c'était juste. À ce moment-là,
je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui naissait dans certains d'entre eux. Oui. Et là, c'était une énergie féminine qui était spéciale quand même, et qui était assez rude, mais qui en même temps, on sentait que, et elle disait, on est très peu nombreux. Alors ça aurait pu être une tromperie, c'est vrai. Mais l'énergie que je ressentais à ce moment-là, je me disais non, c'est vrai. C'est vrai, je veux dire, c'est quelqu'un qui a ouvert une porte, une petite porte, d'accord, mais une porte quand même. Et elle avait envie de nous libérer, et elle me voyait en fait, elle savait que j'étais aussi présente, et elle avait envie de nous libérer, et de demander, c'est comme si elle demandait un asile, pas politique, mais un asile spirituel. C'est-à-dire, elle disait, mais on est très peu, mais en même temps, on commence à percevoir ce que ça peut vouloir dire qu'une émotion ou de l'amour. Et on a envie de profiter du passage que vous allez vivre en paix. On a envie d'arrêter d'envahir, quoi, en fait. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de beau, parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'en chacun, il y a ça. Bah oui. Et d'être là, et c'est comme ça, quoi. Et je trouve que vous avez su très bien le retranscrire par les mots, puisque ça m'a permis moi-même de le ressentir. Parce que c'est vrai que le début de la scène, c'est un peu noir, mais on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous a touché, qui a résonné. Et je pense que potentiellement, ça peut résonner aussi en chacun. On peut se dire, oui, mais même dans ces plans de l'ombre, il y a aussi ce processus d'évolution, de prise de conscience, d'un conditionnement. Donc c'est vrai que je pense qu'on est tous, même ces plans de l'ombre, en train d'évoluer vers la lumière, sauf qu'on a tendance à se fourvoyer, à s'enfermer dans des croyances, des modes de fonctionnement, jusqu'au moment où on arrive un petit peu à s'en décaler, à voir que bon, ça manque un peu de lumière et que peut-être on peut prétendre à plus. Et donc eux aussi sont en évolution d'une certaine manière. Ah oui, complètement. C'est des êtres qui ont un mental extrêmement fort, qui sont très structurés, qui peuvent faire sur un plan de la recherche des choses qui dépassent l'imagination, mais ils ont oublié d'ouvrir la porte du cœur, quoi, en fait. Ils avaient fermé, et quelque chose leur permet maintenant d'ouvrir la porte s'ils le veulent, quoi. Absolument. Alors, vous parlez de porte du cœur, donc on peut prendre l'exemple de certaines expériences qui sont relatées aussi en termes de révélation, qui sont avec une porte qui est vraiment très peu entrouverte, voire complètement fermée. Vous faites référence à... Alors, il y a énormément de choses qui sont citées dans le livre, hein. Vous parlez de généticiens, effectivement, et vous parlez de laboratoires. Alors, des laboratoires, d'après ce que j'ai compris, il y en a sur Terre, notamment en Antarctique, entre autres, je pense. Il y en a sur Terre aussi. C'est ça, il y en a également sur d'autres planètes. Et alors, il se passe des choses quand même pas très lumineuses. Alors, quelle expérience vous aimeriez partager relative à celle-ci? Une des expériences, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y a une des expériences qui m'a, c'est pas choquée, mais en fait, j'étais impressionnée. Alors, dans le sens peut-être pas négatif, mais vraiment de la recherche pure. À un moment donné, je me suis retrouvée effectivement au milieu des glaces, dans un laboratoire souterrain qui n'appartenait sous aucun drapeau, on pourrait dire, n'appartenait pas à un pays, et avec des chercheurs. Et ces chercheurs, je me disais, mais bon, c'était un laboratoire tout blanc, silencieux, extrêmement propre et tout. Et puis, je me suis aperçue que ces chercheurs terriens n'étaient pas seuls, évidemment. Donc, il y avait d'autres êtres avec eux qui les aidaient. Tout était silencieux, comme dans un laboratoire, mais beaucoup plus propre, en fait, beaucoup plus pur, apparemment. Ouais, Ces êtres-là cherchaient. Et je me disais, mais en fait, ils cherchent. Et ce que m'expliquait le guide, c'était, en fait, ils cherchent, ils ont toutes les possibilités. On leur offre tout, parce que ce sont les meilleurs chercheurs au monde. Carte blanche. Ce sont des êtres à qui on propose tout ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de pouvoir faire de la recherche sans limite, sans interdit, sans quoi que ce soit, d'avoir de l'argent, évidemment. Et avec ça,
Et puis là, tout d'un coup, j'ai commencé à percevoir que, bah, effectivement, ils étaient en train d'hybrider, enfin de créer des êtres hybrides. Des êtres qui étaient vraiment... on aurait pu dire au départ, est-ce que ce sont des êtres qui ont une âme humaine? Est-ce que ce sont des êtres qui ont une âme animale? Et puis, j'entendais ce que ces êtres pensaient. Il y avait deux êtres qui étaient là. Par exemple, il y en a un qui était moitié cochon, moitié... Il y en avait un qui avait une tête de cochon et un corps apparemment plutôt comme Ouais, celui d'un humain. un corps humain, enfin la moitié du corps humain. Donc ça faisait vraiment, c'était gênant, quoi. C'était surprenant et gênant. Et ils étaient assis en train d'attendre. Donc il y en avait un autre qui avait un faciès plus loup, quoi, enfin plus sauvage. Mais en même temps, quand j'écoutais et quand j'entendais leurs pensées, il y avait des réflexions d'un humain, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Est-ce qu'on va nous faire quelque chose est-ce qu'on va nous faire mal? Et c'était touchant, quoi. Je veux dire, je me disais, mais ces êtres-là, ce sont des êtres, sont des âmes qui sont rentrées dans ces corps-là, et il y a eu ces expérimentations. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va, quoi, avec ça? Est-ce qu'il y a dedans de l'humanité, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là? Et puis, ce bébé, quoi, à un moment donné, j'ai vu un des savants prendre quelque chose dans une sorte de berceau. Je me suis dit, c'est un bébé, mais en fait, c'était un espèce d'hybride encore qui se traînait sur Terre de façon à quatre pattes comme un bébé, mais qui n'était pas un bébé. Donc, je veux dire, c'était choquant, mais en même temps, je me disais, bon, effectivement, au niveau scientifique, ce sont des êtres qui font ce qu'ils veulent et qui arrivent à des degrés qu'on n'imagine pas et qu'on ne dit pas à la population mondiale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on ne dit pas, évidemment. Oui, parce que là, je rappelle juste pour ceux qui ne seraient pas sur le même filon, qu'on parle parfois de ce qui se passe dans d'autres dimensions, c'est-à-dire des dimensions pas matérielles, mais là, on parle bien d'un laboratoire physique sur la planète Terre. Complètement. Par contre, j'ai vu des laboratoires où il se passait aussi des choses extraordinaires. Et des êtres qui m'ont dit, mais vous vous rendez compte que vous êtes encore en train d'utiliser des énergies fossiles? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit encore avec des maladies qui pourraient être éradiquées facilement? Tout ça uniquement pour des questions de pouvoir et d'argent. Et c'est vrai qu'il y avait des laboratoires où il y a des technologies fantastiques et très positives, en fait, qui pourraient être mises au service de l'humanité si, en fait, c'était, disons, si c'était accepté ou si l'humanité l'exigeait. Donc, je me dis, il faudrait pas grand-chose pour que ça puisse être mis au service de toute la planète. À la fois au niveau des soins, à la fois au niveau de tout. Je veux dire, de la nourriture, de tout ce qu'on veut, quoi. Il y a des choses très belles, quoi. Alors, on parle beaucoup des bed med, là, je sais, de ces lits. Les medbed, ouais, les lits médecine, ouais, les medbed. Voilà. Mais j'ai vu des lits qui, en fait, où des bras se refaisaient complètement, ou des membres du corps, ou des organes refaits. Ou si tu as l'expérience d'une main qui est reconstituée. Oui, qui était reconstituée. Et parmi ces êtres-là, à un moment donné, j'ai vu le visage de Tesla. Ouais. Et ça m'a surpris parce que même si je pouvais m'en douter, mais bon, disons, je ne m'y attendais pas à ce moment-là, en tout cas. Mais ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ben voilà, ils sont là pour quelque chose, et en même temps, toute cette technologie, elle est présente, elle nous est offerte, on pourrait la voir. Il y a encore quelque chose qui freine parce qu'on tend la main à des énergies et parce qu'on a trop peur de lâcher le bord de la piscine. Ouais. Et si on acceptait à un moment donné de se dire, ben non, ok, on va passer peut-être par des phases difficiles, mais on lâche des choses qu'on ne veut plus voir sur Terre. Je ne sais pas, moi, par exemple, savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour moins d'1 €, on se précipite sur des choses qui valent pas cher parce que, soi-disant, on n'a pas de sous, effectivement, et on s'achète n'importe quoi en sachant que derrière, il y a quand même des esclaves qui travaillent. Et que
Et que quand on prend de la drogue, et ben derrière, il y a aussi des paysans qui sont en train de, ben, voilà, de faire ça Ouais. parce que ça rapporte plus que le reste. Et Mm. ça détruit les villages, ça détruit toutes les populations. Mm. Tant qu'on ne se rend pas compte de ça, je me dis, mais on ne peut pas accéder à autre chose. Mm. Il est urgent que vraiment on prenne conscience de ça. On ne peut pas être bon partout, c'est sûr. On ne peut pas se rendre compte de tout. Et quelquefois, moi, j'apprends des choses en me disant, ben oui, ça, j'y ai pas pensé. Mais en même temps, on peut au moins être sur ce chemin-là, quoi. Oui. Oui, bah, moi, je pense qu'il y a. Alors, moi, j'ai pas la télé depuis très longtemps. Très, très longtemps. Et en fait, quand je croise un téléviseur, je me dis, mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Et je pense que ça peut être un exercice à faire, en fait, de se couper de la télé pendant quelques semaines et puis la réallumer. Et là, à mon avis, on peut avoir un choc ou une prise de conscience, quoi. Parce que pour moi, c'est un peu un poison, ce truc, dans les foyers. Et en termes de prise de conscience, moi, je trouve que également Internet est arrivé à un moment quand même tout à fait judicieux, je dirais, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'éveil, donc qui en fait développent une forme de discernement sur la vie qu'ils ont construite, sur, je sais pas, sur la réalité. Et en fait, Internet, par toutes ces informations, par toutes ces images, nous permet quand même de voir des choses qui se passaient probablement avant, mais de les voir. Donc maintenant, ça engage vraiment notre responsabilité de nous dire, je ne peux plus dire je ne savais pas, je sais, donc qu'est-ce que je cautionne, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que je cautionne? Et c'est vraiment Mm, le moment de se poser ces bonnes questions-là, quoi. mm, mm. On sait. Alors, c'est vrai que, bon, on peut ne pas regarder la télévision, mais ceux qui la regardent, en tout cas, ne peuvent pas dire qu'on n'est pas au courant, même si toute l'information est faussée. Et ce qu'il y a, c'est que tout est faussé en général. C'est ça le problème aussi. C'est que Ouais, ce qu'on nous raconte est faux, ce qu'on nous enseigne est faux, et tout est parti sur des faux enseignements, de fausses bases. Donc, c'est difficile, c'est vrai, pour les personnes en général, d'arriver à se dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et à un moment donné, on est obligé de retourner à l'intérieur de soi pour se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est là qu'on est appelé, c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est qu'avant, on essayait de se tourner vers l'extérieur pour comprendre, mais maintenant, si on veut savoir ce qui est important, on est obligé de se tourner vers soi parce qu'il n'y a pas d'autre solution. mhm, Parce qu'il y a des fake news partout, ouais. il y a des enseignements qui sont trafiqués partout, donc on ne sait plus. Et ça perd tout le monde, quoi. Mm. C'est très clair. Alors, il y a sur d'autres points qui sont abordés dans le livre, à part des Medbed, de Tesla, on a fait un pas sur Père Pellegrini. Alors, j'aimerais juste vous amener sur ce sujet-là, parce qu'en fait, je ne connaissais pas le Père Pellegrini. Ah, Vous savez, celui qui apparemment aurait créé une machine à remonter le temps et voilà, qui a été soumis, on va dire, à l'autorité du Vatican. Je ne connais pas du tout cette histoire. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots? Parce que ben oui, du coup, je trouve que ça relate de notre capacité à créer au-delà de la croyance de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, quoi. C'est un exemple merveilleux. assez extraordinaire, quoi, italienne, Ouais, parce que le père Pellegrini, donc c'est un père italien qui faisait ouais, partie du Vatican, et à un moment donné, donc comme c'était un scientifique aussi, il cherchait une partition parce que c'était un musicien et musicologue aussi. Donc, il cherchait une partition qui avait été égarée et il s'était dit, et il avait conçu, ou en tout cas, il s'était dit qu'il y avait une possibilité avec une machine à remonter le temps. Et donc, il avait mis les moyens, et le Vatican l'avait aidé pour ça, à réunir les meilleurs savants du monde pour pouvoir construire cette machine. Et cette machine a fini par être construite. Il a retrouvé la partition, qui est d'ailleurs dans un musée sur une petite île près de Venise. Et donc, il a retrouvé cette partition. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, oui,
c'est que le Vatican, donc, regardait aussi, enfin, voilà, bon, regardait des scènes du passé. Et à un moment donné, ils sont arrivés à des scènes du passé de la vie de Jésus et qui Ah, ne correspondaient pas forcément à ce qui était dit ouais. ou ce qui était enseigné ou ce qu'on dit Mm. en général. Mm. Et là, ça commençait à être un peu difficile, quoi. Et à ce moment-là, le père Pellegrini, qui commençait à vieillir, donc à un moment donné, a été malade, et ils lui ont demandé de démanteler cette machine et d'éparpiller les parties de la machine un peu Mm. partout, Mm. ce qui a été fait. Mm. Mais on peut voir quand même la partition qui a été retrouvée. Mm. Ok, alors et ce Jésus justement, c'est un bel exemple, c'est chouette d'être passé par le cité parce que il y a 2000 ans, il y a quand même cet être qui s'est incarné sur Terre pour dévoiler quand même énormément de choses quant à notre capacité à être dans l'empathie, dans la compassion, sortir de conditionnement, puisqu'il était capable de faire des miracles. Donc, il était capable d'accéder au potentiel de l'humain au-delà de l'enfermement, des conditionnements, comme vous disiez tout à l'heure, quoi. C'est un merveilleux exemple, quoi, en fait, et qui nous touche, nous, particulièrement dans notre culture, Jésus. Et j'ai un livre qui s'appelle Par l'esprit du soleil, et effectivement, où il y a des enseignements pour l'époque actuelle, où il a redonné certains types d'enseignements pour l'époque actuelle. Et il faut savoir que tous les grands êtres sont à nouveau sur Terre à cette époque. Et que ce n'est pas la peine de les chercher parce que ça entraverait leur action, et qu'ils peuvent avoir des postes complètement inconnus d'ailleurs, d'autres peut-être plus publics, ça n'a aucune importance, ils sont là où ils doivent être. Mais ces êtres-là reviennent pour un objectif particulier, celui d'aider la planète et ses habitants à passer dans une autre dimension et à ce que la Terre ne soit plus la fausse note du système solaire. Voilà, pour aider. Donc forcément, c'est important, quoi. Leur venue est importante et il y en a beaucoup qui, par exemple, il y a un ami qui me disait qu'il faisait faire des régressions, donc, et qui me dit: «Mais c'est bizarre, je trouve beaucoup de Marie-Madeleine, je trouve beaucoup de Saint-Jean, je trouve pas beaucoup de Judas, c'est sûr». Parce que des personnes, à un moment donné, qui ont pu être proches ou qui sont dans cette énergie-là, peuvent, à un moment donné, capter aussi des parties de vie de ces grands êtres-là aussi. Donc c'est quelque chose qui peut être logique, mais en même temps, bon, voilà, il faut faire attention parce que ces êtres-là n'ont pas besoin, en général, ni de dire qui ils ont été, ni de montrer ce qu'ils sont. Ça n'a aucune importance pour eux. Eux, ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a à faire et c'est tout. Il y a même des grands êtres qui se sont incarnés. Je me souviens qu'une de mes expériences m'avait permis de savoir qu'il y avait un grand être qui était incarné au Moyen-Orient comme un cordonnier, donc que personne ne savait qu'il était là, mais son aura émanait sur toute la région. Donc c'est ça qui était intéressant. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas la peine de vouloir les rencontrer. Si on doit les rencontrer, on les rencontrera. Ça. Et sinon, on est en lien avec d'autres canaux subtils. Donc, ça n'a pas d'importance. Exactement. Exactement. Si on veut se mettre en lien, en résonance avec eux, il suffit du coup d'ouvrir notre cœur et puis d'essayer de s'entendre au mieux avec les personnes de notre vie quotidienne, quoi. Et ça, c'est une façon de se relier à ces énergies, non? Complètement. Donc, juste pour revenir sur certains points que vous avez déjà abordés tout à l'heure, mais j'aime bien l'idée d'insister dessus, parce que bon, on a pris quelques exemples de l'ombre, mais on est quand même sur énergie positive, et j'ai vraiment envie de lumière, et puis je trouve que c'est assez génial, en fait, cette notion interdimensionnelle. Donc, vous faites référence, avant leur incarnation, de certaines écoles, en fait, où, comme les âmes, parce que du coup, ce sont des âmes à ce moment-là, viennent auprès d'enseignants pour apprendre à développer certaines capacités, comme la télépathie, par exemple, et comme bien d'autres, j'imagine,
pouvez nous en parler un petit peu pour nous faire rêver? Et ça, parce que ça, c'est justement la génération qui a commencé à s'incarner, quoi, hein. C'est celle qui arrive et qui va continuer à arriver et qui va nous permettre de faire cette bascule. Oui, c'est ça, c'est que depuis au moins 30, 40 ans maintenant, hein, mais plus précisément, évidemment, plus on se rapproche de l'époque, plus il y a d'êtres comme ça qui viennent et qui, avant de s'incarner, ont eu des enseignements qui leur permettent de déployer davantage de capacités, de possibilités, parce qu'ils apprennent ça, parce qu'ils savent que ça va servir, que ça va aider la planète, que ça va aider, et puis parce qu'ils ont ces capacités-là aussi, quoi, je veux dire, au départ. Donc, il y en a qui vont apprendre la télépathie, il y en a qui vont apprendre, qui vont montrer que les chiffres, ce ne sont pas que des chiffres, que ce sont des êtres vivants, qui vont montrer qu'il y a de la vie partout. Ouais, ouais, ouais. Qu'il n'y a pas d'objet, en fait, en soi, que même dans le moindre objet, il y a de la vie, il y a des particules de vie. Donc, il y a une présence. Et c'est ce que j'ai appris aussi cette fois-ci, plus intensément encore, c'est qu'il y a des êtres qui vivent en disant, mais pour nous, il n'y a aucun objet n'est inanimé. Quand on dit objet inanimé, avez-vous donc une âme? Quand le poète dit ça, mais c'est sûr que effectivement, il est dans un autre état de conscience quand il dit ça, ou il a bu, ou il a fumé, enfin peu importe. Mais en tout cas, il n'est pas uniquement dans son corps physique, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que ces êtres-là disent d'une autre façon, en disant, mais regardez, pour nous, rien, enfin, où tout est vie. Et quand on construit un vaisseau, et c'est l'âme de celui qui construit, ou des constructeurs, qui fait qu'il peut s'expanser, se rétrécir, fonctionner de telle ou telle façon. C'est pas uniquement une question de technologie, et c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que quand on aura compris ça, quand on aura compris qu'il faut vraiment développer la capacité cœur, l'amour, alors bon, c'est un grand mot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais quand on le comprend, à un moment donné, on se dit, mais oui, c'est ça, on peut soigner, on peut tout faire. Même si pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment, on sait qu'on a cette capacité-là. Et que quand on l'aura compris, les choses vont changer forcément. C'est pas parce qu'on va se battre qu'elles vont changer. Parce que je veux dire, on va remplacer, c'est comme on va remplacer un chef par un autre, mais ça ne changera rien. Ouais. Si en nous, on n'a pas fait la paix dans notre mental, s'il n'est pas à notre service, si on n'a pas développé notre capacité cœur, en fait, il ne se passera rien. On va changer un pion contre un autre, et puis ça s'arrêtera là. Ben oui, c'est ça. En fait, vouloir stopper les guerres en se mettant en colère et en rentrant en guerre contre la guerre, on nourrit finalement la même énergie, quoi. On n'est pas spécialement au bon étage, entre guillemets. Quand on est contre, de toute façon, on nourrit l'énergie. Si on est contre la guerre, on nourrit la guerre. Si on est pour la paix, on nourrit la paix. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est important d'imaginer la planète comme on voudrait qu'elle soit et de créer le monde qu'on voudrait, déjà dans notre univers, autour de soi, le plus possible, évidemment. Et puis, à ce moment-là, on va commencer à créer autre chose, une autre énergie qui va se répandre de plus en plus. Comme les vagues cercles d'eau qui se répandent de plus en plus et qui s'éloignent de plus en plus et qui touchent les autres personnes, qui touchent tous ceux qui sont sur cette même longueur, en fait, sur cette même état vibratoire. Donc, c'est vraiment, à un moment donné, faire ce qui est important pour nous. Lâcher ce qui n'est pas important, faire ce qui est important et vraiment le réaliser. Et à ce moment-là, les choses vont changer. Ouais. Et à l'extérieur, c'est vraiment le regard qu'on a, c'est lui qui crée notre monde. Et si on change de regard, le monde va changer. Mais oui, c'est ça. Et quand on parlait de la 5D, en fait, c'est donc cette dimension dans laquelle on pense à quelque chose et on le vit.
Ouais. Finalement, on a déjà cette capacité qui est latente. C'est juste que justement, la notion de temps et d'espace, c'est beaucoup plus long. Ouais. Donc c'est vrai qu'il revient quand même à plusieurs reprises dans cet ouvrage, cette notion de cultiver nos pensées et de répéter plusieurs fois par jour, et ce quotidiennement, que ça devienne une habitude, en fait, de visualiser un monde dans lequel on a envie de vivre, donc de préférence harmonieux. Oui, Mais mais c'est déjà présent, cette capacité, quoi. de voir la Terre comme on voudrait qu'elle soit, de voir notre environnement, de voir nos relations comme on voudrait qu'elles soient. Mais il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui fasse ça, ou que ce Ben soit oui, le gouvernement qui fasse ça pour nous, ou que ce soit qui que ce soit. Je veux dire, c'est à nous de faire ça. Quand on aura compris qu'on est le principal acteur de notre histoire, à ce moment-là, je veux dire, on va pouvoir agir. On est capable d'agir. Et même si on a l'impression par moments d'être submergé par tout ce qui se passe, c'est faux, c'est une illusion encore. C'est comme si on était dans la matrice et on prend la pilule bleue, on prend la pilule rouge, ça dépend, quoi. C'est ouais. ce qu'on veut. Mm. Mais, Très bien. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Alors, je vais peut-être ouvrir justement aux questions pour Anne. Juste, Anne, j'aimerais voir avec vous, bon, je vous prends un petit peu au pied du mur, veuillez m'excuser pour ça, mais est-ce que vous pensez que pendant l'émission, ou peut-être vers la fin, on pourrait faire ensemble une forme de méditation du cœur, même si ça dure pas très longtemps, c'est l'intensité qui compte, quoi. Parce que là, on est quand même pas loin de 900. Vous êtes énormément suivis, je suis vraiment très heureux qu'il y ait autant de monde, et je suis très heureux d'aborder ces sujets avec Anne. Alors, donc, si vous avez des questions, je veux bien en prendre quelques-unes. Donc, à vos souris. Je vais remonter un petit peu dans le chat si jamais j'en ai loupé, parce qu'alors il y a énormément de messages. Alors. et s'il y a du monde, ça veut dire qu'en fait, la planète se réveille. Donc, c'est. Mais oui, mais pour moi, c'est une évidence, hein, et je pense d'ailleurs que cette chaîne en fait partie. Il y en a plein d'autres, hein, celle de Denis Dorion, en l'occurrence, avec qui vous avez fait l'émission, Le Grand Changement, enfin j'en citerai plein, hein, je cautionne tout à fait. Faites ce C'est travail, donc c'est comme des points de lumière sur Terre, quoi. exactement. Oh, alors l'histoire de ces points de lumière, alors ça y est, je rebondis, parce que je me souviens, il y a quelques mois, j'avais une amie au téléphone qui n'avait pas un super moral en disant mais c'est quand que tout ça va changer, bon sang de bon sang. Et en fait, quelques jours avant, je crois, alors je sais plus si c'était une vidéo ou alors un post que vous aviez fait, mais il me semble que vous relatiez une sortie du corps que vous aviez faite, et votre guide vous avait amené à voir la Terre sur 2 temps différents. Un, il y a quelques années ou quelques mois, enfin, il me semble que l'espace-temps n'était pas très large. C'était ma première expérience de voyage astral. Et ensuite, Ah, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, là, pendant cette période de 2 ans, là, ouais, c'est ça. qu'on ait fait le chant, le son pour la Terre. Ouais. Quand on a fait le son pour la Terre, on a été nombreux à le faire, et ça a été magnifique. Ça a créé des trouées d'un bleu magnifique sur cette planète, comme si la matrice commençait à se percer, à avoir des fuites, quoi, mais de belles fuites en fait. C'était Bah vraiment oui, des fuites de lumière. un canot de lumière, Ouais. et on continue régulièrement à faire ça, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui le font aussi, et pour entretenir justement ce qui s'est fait à ce moment-là. Et ben voilà, c'est un petit peu ce qu'on fera tout à l'heure. Merci Anne. Donc je cherche toujours une question. Anne peut-elle nous dire si... Allez, je vais prendre celle-ci puisqu'elle me tombe sous les yeux. Alors, Anne peut-elle nous dire si 2 humanités distinctes se dessinent ou une seule? Je pense que je peux afficher. Je dirais que 2 mondes se dessinent, en fait, c'est-à-dire il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Donc forcément, il y a 2 humanités. On pourrait dire, oui, c'est ça. C'est des personnes qui, en fait, sont encore dans la 3e dimension et qui n'ont pas forcément envie de la quitter parce que ça fait partie de leur monde et qui sont attachés à l'ancien monde. Donc si c'est ça qu'on parle d'humanité, enfin, si c'est ce que veut dire la question, en tout cas. Et après, il y a ceux qui sont en train de se dire, mais non, là, de toute façon, le monde ancien, c'est fini. On veut autre chose, on veut quelque chose de différent.
et on va vers quelque chose de différent. Et là, il y a une autre partie qui est en train de créer un monde différent. Il y a des gens qui commencent vraiment, dans leur univers, dans leur monde, dans leur entourage, à créer des choses, disons, qui sont déjà très chouettes pour le moment présent. Même si après, elles seront encore dépassées, mais c'est normal. Mais en tout cas, il y a deux humanités pour moi. Oui, pour moi aussi. La question ne m'est pas adressée, mais alors, bon, essayez de poser des questions qui soient un petit peu dans la thématique de la soirée, histoire que peut-être on ne parte pas trop dans plein de directions. Je lis encore. Oui. C'est relatif aux animaux. Bon, je pense que les personnes qui suivent la chaîne ont senti que j'aimais beaucoup les animaux. Donc celle-ci me touche pour ça. Bonsoir. Les animaux étant très lumineux et dans l'amour inconditionnel, où se trouvent-ils? Alors, où se trouvent-ils dans les autres dimensions? Se retrouvent-ils avec des désincarnés humains ou autres? Merci. Question de Alors, Véronique. autre dimension, après leur mort, par exemple, Oui. quand ils ont quitté leur corps physique, ils ont leur plan à eux, mais souvent, quand ils ont un amour pour un humain, par exemple, pour leur humain, à ce moment-là, ils vont attendre. Ils peuvent être très bien, pour eux, c'est pas un problème d'attendre que la personne meure aussi ou quitte son corps physique, tout simplement. Et puis, ils la retrouvent sur un plan intermédiaire qui leur permet d'être ensemble. Mais sinon, chacun a son évolution, quoi. Ce sont des peuples qui ont leur guide, qui ont leur maître, qui ont leurs enseignements, de la même façon que les humains les ont aussi. Mais ça n'empêche pas de pouvoir communiquer et être sur des plans où les deux peuvent correspondre. Merci Anne pour la réponse et Véronique pour la question. Alors, il y en a une que je trouve intéressante de Olivier. Ah bon, elles sont toutes intéressantes vos questions, mais c'est juste qu'elles me touchent. Y a-t-il déjà des terriens réincarnés en 5D? Alors ça me fait penser, vous savez, à cette école des âmes qui nous permettent d'accéder à des enseignements pour développer certaines capacités. Est-ce que dans vos voyages astro, vous auriez rencontré justement cette information des écoles des âmes qui pourraient nous préparer à la 5D? Est-ce que effectivement il y a des terriens réincarnés en 5D ou alors de façon tout à fait imminente dans notre espace-temps? Oui, ça c'est sûr. Maintenant, dire qu'il y a des terriens qui sont déjà dans une 5e dimension, oui, il y a des êtres, mais ce ne sont pas complètement des terriens non plus. Sur Terre, je veux dire, on a tous, chacun est une graine d'étoile, a en lui autre chose que de la Terre. C'est-à-dire qu'on a tous quand même, on a tous quelque chose d'autre que la Terre. Donc, effectivement, il peut y avoir des incarnations, des êtres qui vont en 5D et d'autres êtres qui vont même passer une vie sur d'autres planètes aussi. Hein. Donc, forcément, ils sont en dehors de des 3D. Donc, oui, j'en ai rencontré, oui. Alors, juste pour les questions, en fait, si vous les avez posées un petit peu au début, je ne les prends pas forcément parce que potentiellement que Anne y a déjà répondu. Donc, c'est histoire de ne pas faire un doublon. Et puis, il y en a plein à lire, vraiment. Ça, je la prends parce que elle est dans le thème, hein, vu qu'on parle de révélation galactique, mais on parle justement d'une période de transition. Hein, c'est vraiment tout le sujet sur lequel nous éclaire Anne. Donc, c'est une question de Caroline. Comment savoir si l'on est bien sur le chemin de la 5D? Je crois que j'aime bien la réponse avant même qu'elle soit dite. Panneau indicateur pour vous dire, vous allez être là ou dans tel. C'est comme, je me souviens quand on expliquait, on faisait nos premières expériences hors du corps, et puis on commençait quelques conférences pour expliquer, et puis des gens nous disaient, mais comment vous pouvez savoir que vous êtes sur tel plan ou sur tel autre? Est-ce que vous êtes dans telle dimension, tel autre, sur un plan astral, sur un plan mental, sur un plan autre? Et je dis non, il n'y a pas de panneau qui va nous indiquer ça. C'est juste une question de cœur à un moment donné. 5D, ça veut dire quoi? C'est comme quand je suis en voyage astral. C'est-à-dire, l'espace et le temps n'ont plus la même dimension du tout. Et on a, en tout cas en ce qui me concerne, je veux dire, on a une vision qui est beaucoup plus vaste. Mais
Ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, toutes les personnes qui sont sur une voie ou sur une autre, mais en tout cas qui pensent ou qui ont envie d'autre chose, sont déjà en cheminement sur la 5D. Et pour accéder à la 5D, il faut passer par la 4e dimension. La 4e dimension, c'est quoi? C'est vraiment, à un moment donné, dissoudre nos vieux contentieux, nos vieilles histoires, au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire au niveau de cet énorme athanor qui transforme notre plomb en or. Et tout ce que vous allez savoir que vous êtes en train de cheminer, quand pour vous, il y aura un pardon inconditionnel ou même au-delà du pardon, parce que bon, le pardon, c'est encore autre chose. Mais pour toutes les vieilles histoires, à ce moment-là, ne seront plus que de vieilles histoires. Quoi. Que ça sera actuel, que vous n'allez pas les réactualiser. Et là, vous saurez que vous êtes en chemin. Et puis aussi, quand il y a des capacités qui se développent, il y en a qui ont la clairaudience, il y en a qui ont la clairvoyance, il y en a qui ont le don pour guérir, il y en a qui... Et tout simplement, quelquefois, qui ont l'amour de la nature, ou qui ont une communication avec les êtres animaux, qui ont une communication avec les êtres de la nature, ou qui sont en communication avec les arbres. Mais déjà, tout ça, ça en fait partie. Qui sont juste aussi dans une écoute profonde qui parfois contribue aussi à guérir, se sentir accueilli sans jugement. Voilà. Et puis, quelquefois, je veux dire, c'est pas la peine de penser qu'il faut faire de grandes choses pour accéder à un plan ou à un autre. On fait à son niveau ce qu'on peut faire. On fait ce qu'on est capable de faire, mais on le fait bien. Et on le fait avec amour, quoi. Je veux dire, c'est ça, quoi. C'est ça qui est important. Génial. Ah, j'aime beaucoup la tournure que prend cette soirée. Merci Anne. Merci à vous les internautes. Vous savez, là on est 1038. Moi je suis tout à fait impressionné parce que c'est pas souvent. Eh bien, peut-être on reprendra les questions un peu après parce que je vois qu'il y en a plein et je voudrais pas vous laisser vous montrer une forme de désintérêt. Mais vu qu'on est 1050 maintenant, peut-être on pourrait en profiter pour faire cette méditation, même si c'est court, du cœur, d'ouverture du cœur. Je sais pas comment on pourrait la nommer. Vu qu'on est sur un pic, si on veut faire des petites lumières bleues, moi je suis partant et je remercie vraiment Anne et tous d'ailleurs de partager ce moment ensemble. Alors, effectivement, donc ce que je peux vous proposer, c'est peut-être celle du pissenlit, parce que elle va inonder toute la terre. C'est-à-dire que vous fermez les yeux quelques instants et vous allez tranquillement suivre le rythme de votre respiration, juste sans forcer. Simplement, soyez à l'écoute du rythme de votre respiration. Et puis devant vous, vous allez visualiser un énorme pissenlit avec une belle tige verte, avec une grosse boule blanche prête à... toutes les petites graines prêtes à s'envoler. Et dans ces graines, vous allez mettre une qualité ou des qualités que vous aimeriez voir davantage sur Terre. Que ce soit la beauté, l'amour, la tendresse, tout ce que vous voulez. Prenez quelques instants pour vraiment mettre les qualités dans ces graines de pissenlit. Puis, tous ensemble, on va souffler sur ce pissenlit, cet énorme pissenlit. Et vous allez visualiser toutes ces petites graines porteuses de qualité, porteuses de lumière, qui vont faire le tour de la Terre et qui vont se poser dans les endroits les plus compliqués, les plus difficiles, et en même temps qui vont créer des espèces de points bleus plus intenses, plus forts. Regardez-les s'envoler, ces petites graines porteuses de lumière, porteuses de qualité, porteuses d'amour.
Et vous voyez la planète Terre remplie de réseaux de lumière, comme de tous ces petits points de lumière créés par ces graines de pissenlit qui se répandent, qui entourent la Terre et qui créent des très fins filets dorés autour de la Terre. Une lumière protectrice. Et tous ces filets, ces fils d'or, vont créer, là où il y a déjà des canaux bleus, vont créer une dynamisation de tous les canaux bleus autour de la Terre qui percent cette matrice, qui créent des ouvertures. Et juste avant d'ouvrir les yeux, vous allez simplement remercier la planète Terre de vous porter, de nous porter depuis si longtemps, de nous offrir tout ce qu'elle peut nous offrir. Et vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme. Merci Anne. Alors, on revient un peu quand même. Bon, il y a des merci beaucoup, des extras avec des cœurs, chouette. C'était mon petit quart d'heure bisounours. Merci Anne de l'avoir cautionné. Alors, je reprends une ou deux questions et puis après je vous laisserai le mot de la fin comme je fais habituellement, Anne. Oula, ça va loin. Il y avait une question que je trouvais intéressante tout à l'heure. Bon, on peut prendre celle-ci. On peut prendre celle-ci. Alors, bonsoir. Serait-il possible de savoir si les personnes malades vont pouvoir accéder à la 5e dimension? Bien sûr. Ça n'a pas il n'y a pas de lien entre la maladie. La maladie, c'est sûr que c'est une disharmonie entre nos différents corps, entre nos pensées, nos actes, nos paroles. Donc, c'est sûr que c'est une sonnette d'alarme. Mais c'est pas pour ça que la personne n'est pas capable. Elle n'est pas capable de rentrer dans d'autres dimensions. Il y a même des personnes qui sont en bout de course, à bout de souffle, ou qui sont malades et qui arrivent à faire des incursions dans des plans complètement différents parce que justement, le mental lâche et qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus contrôler leur mental. Donc, à ce moment-là, il se passe autre chose. C'est-à-dire le mental n'est plus aussi puissant et c'est quand le mental lâche que tout d'un coup, il peut se passer autre chose. Vous n'avez qu'à regarder quand vous êtes fatigué, par exemple, quand vous avez un projet, vous voulez le faire de telle façon, etc., et puis ça ne marche pas. Et au moment où vous êtes obligé de lâcher parce que vous êtes fatigué ou parce que vous ne pouvez pas faire autrement, à ce moment-là, les choses vont se mettre en place tranquillement et le projet va sans doute se réaliser. Mais pourquoi? Parce que c'est la vie qui, à ce moment-là, va prendre sa dimension. Mais c'est plus vous qui contrôlez, ça se fait différemment. Donc pour un malade, c'est pareil, il n'y a aucune contre-indication. Alors justement, en lien avec la maladie, il y a, on pourrait dire un témoignage court de Lou, mais qui me touche, qui me dit « Je suis malade et cela m'a ouvert une porte ». Oui, tout à fait. J'ai la fiche. Alors, pardon Anne. Il y a plein de questions, il y a plein de merci, il y en a qui... Ah voilà, c'était celle-ci. Alors, vu qu'on est quand même sur des révélations galactiques, sur une notion interplanétaire, interdimensionnelle,
Je sais que c'est une question qui brûle les lèvres de pas mal de personnes, et vu que Anne, vous faites des voyages et que vous avez accès à des informations, je me permets de la lancer. Une question de Alpha Rock. La Lune est-elle artificielle? Ah ouais, je sais que bon, la Lune, c'est un, on pourrait dire c'est un satellite de la Terre, mais je dirais pas artificiel au sens. Bon, il y en a qui disent c'est un vaisseau. Je dirais, elle est maintenue artificiellement sur son axe, c'est-à-dire on ne voit qu'un côté de la Lune. L'autre côté est toujours caché parce que de l'autre côté il y a des bases et il y a beaucoup de vaisseaux d'autres planètes qui, c'est comme une station quoi, qui arrive sur la Lune et qui reste un certain temps avec des rencontres qui peuvent se faire. Et puis, elle est habitée aussi à différents niveaux. Il y a des êtres de différents niveaux qui peuvent habiter à cet endroit-là. Donc, il y a toute une face qui est cachée et qui est maintenue artificiellement de cette façon-là. Mais après, dire qu'elle est artificielle, c'est un satellite de la Terre, donc je ne sais pas si vous considérez les satellites comme artificiels, mais sinon, ça n'est pas, je n'ai pas vu que ce soit un vaisseau en tout cas. Et donc, merci pour la question Alpha et Anne pour la réponse. Donc bon, il y a plein de questions. Je vais prendre celle-ci. Alors, c'est une question de Véronique. Et ça me donne envie de vous suggérer d'aller voir le film Soul, qui est, je trouve, très réussi. C'est un film d'animation. Lors de notre départ, avons-nous conscience de qui on était sur la Terre? De notre départ, c'est-à-dire que quand on quitte son corps physique, est-ce qu'on a conscience de qui on était sur la Terre? Sur la Terre, oui. Mais je pense qu'elle fait référence à la mort, non pas à un voyage, une sortie. Donc, quand on quitte le corps physique parce qu'on meurt, on va avoir la possibilité de revoir notre vie, de revoir la vie qu'on a eue. Et quelquefois, on peut voir les autres vies qu'on a eues. Si cela est nécessaire, on peut avoir, par exemple, accès à nos annales akashiques, donc à nos autres vies, mais pas systématiquement. Ça dépend de la nécessité. Ça dépend si on en a besoin pour acquérir telle qualité ou retrouver tel passage pour pouvoir guérir telle histoire. Mais ça n'est pas une systématique. Je sais pas si c'était ça la question, mais bon. Ben, je pense, sinon elle pourra toujours demander une précision. Alors, j'aimerais effectivement... Bon, on est un petit peu hors du thème de l'émission, mais c'est vrai que c'est une personne que j'ai accueillie sur la chaîne pour aborder son univers chamanique. Et c'est Brigitte Pietschak, qui effectivement est décédée le 17 septembre. Donc j'ai fait un post en honneur à sa mémoire, et je vois qu'il y a une personne du chat qui fait référence, donc ça me touche, alors je le mentionne. Paix à votre âme, Brigitte, et puis merci pour ce que vous avez fait et pour ce que vous allez continuer à faire. Alors... Ouais, les questions qui vont un peu loin quand même. Hein. Tac. Il y en a que je me demande si c'est pas de l'humour noir. Bon, j'en prends une dernière et puis je laisserai le mot de la fin. Alors, si j'en trouve une qui soit à peu près en lien avec ce qu'on a abordé. Oh ben elle est bien ceci pour finir. Sur votre actualité justement. Bonjour Anne, votre livre sera-t-il disponible en e-book? 1000 bisous de Nouvelle-Calédonie. Elle vous surprend celle-ci. Plusieurs questions à ce sujet. Il va être, normalement, on va le mettre à Noël, enfin pour décembre, on va le mettre en e-book. D'habitude, on attend une année, mais cette fois-ci, on va faire plus vite. On fait normalement aux environs de Noël, enfin en tout cas au mois de décembre. Ok, super. Oui. Alors bon, voilà, on va
On va en arrêter là pour cette soirée. Forcément qu'on n'a absolument pas couvert tous les thèmes du livre, d'où l'intérêt de vous le procurer, pour cautionner aussi le travail de Anne. Et puis, Anne va faire, je pense, d'autres interventions sur d'autres chaînes aussi, qui sont des petites lumières bleues sur cette planète, au même titre que vous qui avez assisté à cette émission et partagé ce moment avec nous. Vous avez posé les questions, désolé de ne pas les avoir prises, mais en tout cas, merci de votre énergie. Merci de votre soutien. Alors, je rappelle quelques points d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir d'une manière un petit peu différente. En fait, vous pouvez liker la vidéo, mettre un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également la partager. C'est bien parce que ça fait connaître la chaîne, ça fait connaître le travail de Anne, ça fait connaître aussi mon travail, mon investissement. Voilà, vous pouvez aussi aller visiter le site internet Énergie Positive Média. Vous allez retrouver une page pour tous les intervenants, y compris Anne Givaudan et Antoine Ashram, puisque je vous renvoie aussi sur le petit documentaire qu'on a fait avec Anne et Antoine sur les soins esséniens, qui est tout à fait passionnant. C'est vraiment super intéressant. C'est bien de pouvoir aborder, je trouve, les soins esséniens et de les voir décrits dans leur pratique, mais aussi dans leur importance par un médecin généraliste, qui est Antoine Ashram. Donc je trouve ça très complémentaire, je trouve que ça appuie le propos, ça peut contribuer à vraiment renforcer l'idée. Donc voilà, allez voir ce documentaire que vous pouvez aussi partager. Je sais qu'il a pas mal plu, parce que depuis qu'on l'a posté, il y a pas mal de vues, il y a des commentaires chouettes. Je vous rappelle aussi un détail qui n'est pas des moindres. En fait, laissez un commentaire sous la vidéo, mais ne posez pas de questions directement aux intervenants, puisque les intervenants ne parcourent pas les chats ou les commentaires pour répondre aux questions. Donc, moi, je ne réponds pas à leur place non plus. Donc, si vous avez des questions à poser à Anne, eh bien, passez par Facebook, par son site internet, ou d'ailleurs, on va voir ça avec Anne, justement, son actualité, et puis comment rentrer en contact avec elle. Donc, eh bien, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Anne, pour cette émission. J'en suis ravi. J'en suis vraiment ravi. Merci pour vos propos, pour votre encouragement, votre force, votre courage, votre lumière, votre investissement de toute une vie. Vous êtes une personne qui m'inspire beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'égards, de respect. Donc, merci beaucoup, Anne. Je vous laisse le mot de la fin, seul avec les internautes. Je vous dis tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre lumière. Donc, alors, ce que je voulais dire à tous et à toutes, c'est surtout, quoi qu'il arrive, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a beaucoup d'êtres qui viennent en cette période et qui s'incarnent. Il y en a énormément, donc qui ne sont pas connus, d'autres qui sont plus connus, et qui œuvrent pour que on puisse passer dans cette dimension, qu'on puisse réussir donc ce passage le mieux possible. Et soyez sûrs que tous ceux qui ont justement passé ces 2 ans déjà sont capables de passer la suite. Donc n'ayez aucune crainte. On est capable et là où on sera, ça sera juste. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous et puis je remercie Jocelyn parce que plus il y aura de petites lumières, soyez vraiment tous et toutes des petites lumières à la surface de la Terre et autour de vous et vous allez voir, les choses vont être… Après, on se dira « Ah, ça valait le coup ».